Depuis longtemps, la définition de nos casques est un problème. Effet de grille, champ de vision, et j'en passe. Pour contrecarrer tout cela, la société Vario a mis au point un système de double écran permettant d'avoir au centre de notre champ de vision une définition parfaite et un rendu fovéal de qualité. Certes, ce matériel n'est pas destiné au grand public, mais il préfigure d'un avenir certain pour nos casques et permet enfin une véritable utilisation pour le monde professionnel. Et la bonne nouvelle ne s'arrête pas là, ça n'est que l'une des nombreuses missions qu'ils se sont fixées pour faire avancer la recherche dans le domaine. Je vous propose de les découvrir en live car j'accueille aujourd'hui Rémi, architecte en chef de l'entreprise qui pense que le temps est venu pour notre médium favori de passer au stade de révolution. Et nous sommes enfin en live. Désolé, petit problème avec YouTube. Donc, m'en voulez pas, on a dû changer d'URL sur YouTube parce que je sais pas pourquoi l'event qui avait été créé. Du coup, ne passez pas sur Restream. Bonsoir à tous, salut à toi Draken, Pierrot HF, José, Iréon et tant d'autres, BFC Cup également. Bienvenue à vous et bienvenue à toi Rémi. Rémi qui donc travaille chez Vario, ça je pense que vous l'avez compris avec le teaser, et on va voir tout de suite de quoi il retourne. Petite précision effectivement assez importante, derrière tu n'as pas travaillé que chez Vario, du coup tu as travaillé chez d'autres boîtes et notamment le Star VR, on y viendra par la suite. Et on tenait à préciser que du coup tout ce que tu vas dire, tu le dis en ton nom, c'est important, et pas au nom de la boîte Star VR, enfin Starbreeze en l'occurrence, ou Vario. On est là pour faire le tour des nouveautés. Il y en a un bon paquet, et pour voir un petit peu ce qui se passe de ton côté et dans le monde professionnel. Et qu'est-ce que ça préfigure en fait sur la VR grand public par la suite. Pour ça, j'ai des milliards de questions. Tu t'en doutes bien. Et on va commencer par la première partie. Alors je vais juste, si jamais vous pouvez être cool dans le chat et me rappeler à partir du moment où on va atteindre les 25-30 minutes de live, de me faire cut le stream pour que ça soit plus digeste pour YouTube par la suite. On nous dit du gogo Rémi, c'est la vie, nous dit sur Fufu. Alors effectivement, petit message subliminal, comme on dit. Je te propose de commencer tout de suite, si t'es chaud. Et on va commencer avec la première partie. La première partie, ça va plus te concerner toi, parce que t'as quand même un CV plus qu'impressionnant. Et on va tenter d'en faire le tour. Oui. Déjà, je te laisse te présenter un petit peu. Invité, ça me donne l'occasion de parler français. Ouais, oui, c'est ça, parce que du coup, première news, effectivement, on voit qu'il fait beau chez toi, que c'est même le zénith, pour ne rien cacher, parce que tu es en Californie. Voilà. Mais en fait, c'est pas très très beau en juin. Le ciel, il est blanc. Alors, ouais, il y a un petit peu de bleu quand même. Ouais, si. Mais il faut attendre un peu. Si vous voulez venir en Californie, je vous conseille septembre-octobre. C'est splendide, ciel bleu, et un peu plus chaud le soir. Dans l'arrière-saison, ouais. Même, c'est quand même bien la Californie. Ouais, alors cette année, malheureusement, je sais pas si effectivement on peut souhaiter aux gens de se déplacer comme ça. On y reviendra effectivement sur la partie Covid, mais ouais, en tout cas, ouais, la Californie fait rêver tout le monde, justement, et toi, tu y es depuis un bon moment maintenant. Eh oui, ça fait quoi, 25 ans maintenant, que je suis en Californie. Donc même avant que la Silicon Valley devienne ce qu'on en connaît maintenant, avec l'image qu'elle en a, finalement. Oh, mais c'était toujours là. C'était déjà... il y a 25 ans, c'était déjà une technopole, la technopole. Ouais, absolument. Ok, ça marche. Ça a commencé, même bien avant tout ça, ça a commencé avec des sociétés comme Atari, par exemple, qui était à l'époque la société la plus technologique. Et des boîtes comme Ampex, par exemple, qui ont inventé l'inscription audio et vidéo sur bande magnétique, etc. Donc oui, c'est... le berceau de l'innovation, quoi. C'est pas nouveau.
Non, non, le berceau de l'innovation. Et alors, du coup, par rapport à ton CV, hein, alors, on aura du mal à être exhaustif, hein, bien sûr, mais moi, j'ai quand même des sacrées références hein, sous les yeux. On a du Intel, on a du AMD, on a du Thomson. Est-ce que tu peux Mhm. nous faire un petit peu le parcours? Comment on devient comme ça architecte principal d'une boîte? Vario, c'est quand même une très grosse renommée dans le monde de la VR. Comment on accède à ce genre de poste, en fait? Ben, en fait, ça m'a amusé un peu avant l'interview d'écrire, de regarder un peu la carrière et le fil conducteur et d'en refaire une histoire, de voir les histoires intéressantes à l'intérieur et ce qui a en fait qui fait les différents événements qui ont fait que ce que je suis aujourd'hui et Mhm. mon passage à différentes boîtes. Donc c'est très bien d'essayer de passer un peu de temps là-dessus. Ça va expliquer aussi un fil conducteur par rapport à ce qu'on va raconter à la suite par rapport Carrément. à l'implication dans les standards et pourquoi est-ce que je fais de la VR, etc. Ouais, Quoi. tout à Alors, fait. tout ça, en fait, ça vient d'un état d'esprit qui est ouvert et on va dire saisir les opportunités quand elles se présentent. Mhm. Et, euh, et c'est ce qui m'a conduit là. Alors j'ai commencé en fait en France à Thomson. Euh, je, En fait, je voulais étudier les images de synthèse et j'avais demandé à faire un stage à Thomson Digital Image. Je sais pas si les gens se rappellent de ça. C'est TDI, ça s'appelait à l'époque. Ah, Thomson, je sais pas si ça parlera à tout le monde, effectivement, en dehors de la marque de télé, mais, mais oui, Et effectivement, ils font les beaucoup gens de recherches. m'appelaient, comme je travaillais à Thomson, ils m'appelaient, ma famille, ils disaient, bon, tu travailles à Thomson, tu peux me réparer ma machine à laver. Ah Pas ouais, grand-chose. ouais, bah, j'imagine que dans l'informatique, on te le fait aussi, hein. J'ai un problème de mail, est-ce que tu peux m'aider? Et donc, c'était pour ça que je me suis enfui. Non, non, je ne sais pas du tout. Euh, donc, je voulais faire les images de synthèse. Et Thomson, à l'époque, avait un laboratoire à la Pixar qui était sensationnel, en fait. Hein. Ils ont inventé des tas de choses bien avant. Mais comme tout en France, disons, ben, c'est assez difficile de maintenir ce genre de choses, quoi. Ils n'ont pas pu me prendre en tant que stagiaire, alors que j'étais prêt à aller. Ils m'ont envoyé en fait à notre division de Thomson, c'est la division simulateur à Toulouse, où en fait ils faisaient aussi des synthèses d'images, mais cette fois c'est pas des synthèses d'images pour le cinéma, mais des synthèses d'images pour le temps réel, pour les simulateurs. Ouais. Et en fait, bah, c'est comme ça que tout a commencé pour moi. Là, ce qui est intéressant au niveau du cinéma, il y a toujours, et les deux technologies sont toujours intercroisées typiquement avec ce qu'on a vu dernièrement avec Unreal Engine 5 et le ray Mhm. tracing. On trouve des technologies cinématiques utilisées pour faire des films dans les jeux, etc. Ouais, Quoi. tout Donc à fait. les deux sont intercroisés, mais il reste que les technologies temps réel sont vraiment particulières et notamment à l'époque, moi, quand je regardais un peu ce qui se passait au niveau jeux vidéo, évidemment, parce que je faisais de la synthèse d'image temps réel, c'était ma thèse là-bas. En fait, j'ai écrit le premier logiciel de synthèse d'image pour le simulateur temps réel. Avant, on utilisait du matériel, du hardware fait spécifiquement D'accord. pour ça. Il y avait des systèmes appelés visage, image. Evans Sutherland, Thomson était concurrent de beaucoup de boîtes américaines où Mhm. ils fabriquaient leur propre générateur d'images hardware. Et donc, durant ma thèse, en fait, j'ai commencé à se dire, bon, on pourrait peut-être faire tout ça en logiciel, peut-être, si c'est ouvert aujourd'hui. Et j'ai découvert pas mal de choses. Bon, il y avait des jeux sympas déjà à l'époque, mais déjà à l'époque, on s'est aperçu qu'il y avait des gros problèmes de latence et de précalcul, en fait, qui ne marchaient absolument pas dans la simulation. Que quand on pilote un avion, on est obligé de générer des images à 60 Hz. Ouais. En temps réel, quoi, ça dépend En tout des cas, une certaine systèmes. fréquence assez élevée, en tout cas. Ouais. Là où le cinéma Et, se base sur 25. oui. Et ce que font les jeux, en fait, toujours, en fait, ça a changé dernièrement à cause de la VR, justement, mais ce que font les jeux en général, c'est qu'ils vont utiliser un mécanisme dans lequel ils vont accumuler ils vont étaler, en fait, le calcul des images sur plusieurs frames. Mhm. Et, je sais pas comment on dit en français, frame. Hein. Ils vont rajouter la latence, c'est-à-dire entre le Ouais. moment où l'image est calculée et l'image où elle est affichée,
on peut en faire plusieurs en parallèle en fait. Donc on va faire du parallélisme sur le calcul des images, mais en ajoutant de la latence. Ce qui fait qu'en fait ça marche bien pour des jeux où on peut avoir 100 millisecondes de latence, mais ça marche pas du tout sur les simulateurs. Donc les technologies étaient vraiment différentes déjà à l'époque. D'accord, ok. C'est l'équivalent de la reprojection qu'on a à l'heure actuelle sur la VR. Intéressant, c'est qu'il y a 25 ans, moi je commençais à regarder ces problèmes en fait de génération d'images pour le temps réel et les jeux vidéo, les moteurs de jeu, on va dire, on partait sur quelque chose de différent, où ils essayaient d'avoir quelque chose qui soit plus réalistique en fait que la réalité, mais en tenir compte en fait de la boucle avec l'humain en fait. Comme quoi, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Alors, on nous dit dans le chat, est-ce qu'il faut que je t'appelle docteur Rémi? Oui, on peut m'appeler docteur Rémi. Effectivement, c'était... Il n'y a pas de vouvoiement, il n'y a que des you et qui en fait se traduisent par tu en fait. Et tout le monde s'appelle par son prénom. Quand je suis arrivé aux US, on me demandait mon nom, je disais mon nom est Ardo et en fait, non, quand on demande son nom, c'est le first name, le prénom qu'on donne. Ouais, tout à fait. Ouais, surtout qu'en plus, enfin, t'as un nom de famille du coup qui s'apparente à un prénom, alors du coup, ça aurait pu en plus les perturber. Alors du coup, Thomson, c'est en France. Et après, du coup, c'est là où tu bifurques, c'est ça, sur la partie. Oui, j'ai fait ma thèse, j'étais très bien à Thomson, mais j'ai une anecdote intéressante qui moi m'a marqué énormément. Quand je faisais ma thèse, je travaillais assez tard le soir en utilisant les matériels. J'utilisais Silicon Graphics, et donc le matériel pour programmer, il n'était pas possible d'avoir ça chez soi. Ces machines-là étaient assez hors de prix. Oui, surtout, étaient très grosses en fait. Il fallait du triphasé pour les alimenter. Donc bon, c'est pas le genre de choses qu'on avait chez soi. Effectivement. Et donc je travaillais le soir et un jour, le gardien est venu, moi j'étais à 7h du soir, un truc comme ça, le gardien est venu me chercher par le col, il m'a foutu dehors et puis je dis mais enfin, j'ai le droit d'être là, j'ai mon manager, je fais une thèse, j'ai du boulot quoi, laissez-moi bosser. Ouais. Et le gardien dit non, il est hors de question, c'est le patron, il m'a dit qu'il fallait jeter tout le monde dehors parce que après il y a les syndicats qui vont aller se plaindre qu'ils ont la preuve que les patrons, ils embauchent pas assez de gens parce que, vous voyez, il y a des gens qui traînent encore dans l'usine à 7h du soir. Donc voilà, interdit de travailler, quoi. Et je dis, mais vous rigolez, personne va, je vole le boulot de personne va faire ma thèse pour moi, quoi. C'est vraiment sympa que la boîte m'autorise à utiliser le hardware. Rien à faire, je pouvais pas bosser. Donc, je me cachais sous les bureaux pendant la ronde. Quand même. Ah bah ouais, j'ai pas le choix. Et on en est là en France, obligé de se cacher sous les bureaux pour travailler, c'est quand même assez là. C'est vrai, c'est la vérité. Et donc quand j'étais en relation avec les US, en fait, parce que j'utilise du matériel Silicon Graphics, qui était les GPU de l'époque, hein, et quand ils sont venus me chercher en disant bon écoutez, vous avez fait du logiciel très intéressant et ça serait bien peut-être que si vous êtes intéressé pour développer le même genre de logiciel, mais qui soit diffusé pas qu'à Thomson, mais à tous les clients qui utilisent des Silicon Graphics, à ce moment-là, on vous embauche et vous venez aux USA. Et j'avais peur, en fait, parce que moi, mon anglais n'est pas terrible du tout, et les US, il faut combien on est payé, il n'y a pas de sécurité sociale, comment je fais pour ma famille. C'est un sacré pas en avant. Ça a été terrible. Mais bon, au moins, je sais qu'on pouvait travailler aux US quand on n'avait pas m'empêcher de bosser. Donc, et j'avais vraiment envie de bosser à l'époque. Quoi. C'était vraiment ça que j'avais envie de prendre. Quoi. Donc je suis parti. Et depuis, et du coup, tu y es resté. Ouais, tu y es resté. Alors, un petit message, entre guillemets, j'en profite pour passer un petit message à ma boîte, à ma propre boîte, qui effectivement me chasse également le soir. Voilà, voilà, il faudra arrêter, parce que sinon vous me coupez les ailes et je vais devoir partir aux États-Unis, ça serait dommage. Voilà, non, exactement. Mon collègue à Thomson, il s'appelle Serge Couver, en fait, et c'était mon chef de stage et collègue, et un homme exceptionnel, en fait, un tuteur, on va dire, un mentor. Et il me dit ouais, tu verras, les US, tous les gens qui sont allés, ils sont revenus au bout d'un an parce que c'est pas possible de manger des McDonald's. Et il avait peur du conflit, de la culture, c'est ça. Du coup, je me suis pas mal adapté à la culture et j'ai adapté pas mal de pensées américaines, en fait, on va dire. D'accord. Mais en fait,
Ouais, plutôt à gauche hein, aux US. Ah, Plutôt à droite en France et plutôt à gauche aux US, on va dire. ça marche. Ok, Il y bah a, c'est bon, c'est oui, bon à donc, savoir. Donc du coup, une adaptation assez facile, finalement. très ouvert. Mon anglais était pourri et ils prêtaient l'oreille. Ils Ouais. s'en amusaient. Il y a une anecdote amusante. On m'a envoyé faire un talk dans une conférence militaire. On voit pas mal de Silicon Graphics militaires. Mhm. Et donc j'ai fait mon talk et personne, mais les gens ne comprenaient rien du tout à ce que je racontais, mais rien du tout. Quoi. Et ils se regardaient l'un l'autre, ils se demandaient s'il y avait quelque chose qui ne marchait plus avec leurs oreilles. Ouais. Et en fait, mon boss, c'est Silicon Graphics, il a fait exprès juste pour amuser la galerie, quoi. Parce que ça savait très bien qu'ils ne comprenaient rien à ce que je disais. D'accord. Sympa comme bisutage. Ouais, n'hésite pas. Petit Mais, bisutage. mais ça montre un peu l'ouverture, c'est un peu différent entre la Silicon Valley et le reste des US, donc Ouais. c'est pour ça. Oui, Mais faut quand même rappeler. le logiciel dont j'ai travaillé sur un truc qui s'appelle Performer, et c'était ma première fois où je travaillais sur un truc qui est vraiment différent, puisque le but de Performer, c'est pas de faire un jeu ou un système de synthèse d'image, mais de faire un SDK qui permet à d'autres personnes de faire leur propre logiciel. Donc, changement de paradigme, et effectivement, ouais, c'est une ouverture, en fait, ouverture d'esprit, et ça soulève plein de questions, j'imagine, quand on doit développer ce genre de choses. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué, en fait, et ça demande un état d'esprit différent, et j'ai appris beaucoup à Silicon Graphics. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que bon, il y avait de plus en plus de plateformes qui offraient du graphique. Et je m'étais dit que ce qui serait bien, c'est d'avoir du logiciel qui marche sur toutes les plateformes. Et que les gens qui finalement avaient besoin de plus de performance, ils peuvent commencer sur un PC, par exemple, et puis ils disent « Ah, j'ai vraiment besoin de beaucoup plus de performance pour mon application ». Alors, ils peuvent juste acheter une Silicon Graphics et le même logiciel pourrait fonctionner. Et donc, très rapidement, ils pourraient porter leur application sur du matériel plus puissant. Mais et ça, quand j'ai présenté ça, c'était les débuts, du coup, d'une recherche de standard, du coup. On est clairement dans le... plateforme. Mais alors, j'ai présenté ça donc à mes boss à Silicon Graphics et ils m'ont dit il est hors de question. Il est hors de question qu'on dépense de l'argent pour faire du logiciel pour les plateformes compétitives. Ce qui peut s'entendre à l'époque, mais effectivement, ce qui n'a pas été dans la mouvance, en fait. Et du coup, Silicon Graphics, du coup, ça existe encore, non, maintenant? Non, c'est mouru. Et en fait, bon, je vais dire que c'était le problème de s'isoler. En fait, on a être aussi bon qu'on veut si on s'isole et on fait pas partie de l'ensemble de la communauté. Parce qu'en fait, ce qu'ils n'ont pas vu sur Silicon Graphics, c'est que bon, le hardware, ils vont du hardware très cher, mais le logiciel était de plus en plus cher en fait. Parce que développer le soft, le maintenir, etc., finalement, le soft est plus cher que le hardware maintenant, même si le hardware était cher déjà à l'époque. Ouais, c'est ça, et ça fait partie des coûts cachés. Ça fait partie des coûts complètement cachés pour les utilisateurs. Et donc, c'était l'heure de la startup. Et très rapidement, on s'est dit, on a une bonne idée, on pense qu'on est bon, donc on a fait une startup, on est parti faire un truc qui s'appelle Intrinsic. Ça marche. Donc là, première expérience, c'est-à-dire tu viens d'être expatrié aux States, et là tu te lances dans une startup, donc avec tout ce qu'on peut imaginer comme complexité quand on ne connaît pas forcément en fait comment on monte une boîte dans un nouveau pays. Oui, surtout que j'étais en H1B et donc j'avais pas le droit de bosser pour une startup et c'était très amusant tout ça. Ouais, j'imagine. C'est compliqué de monter sa startup aux États-Unis par rapport à la France typiquement. J'imagine que tu vois à peu près comment. Non, ça n'a aucun problème. Je peux t'en monter une en 2 heures si tu veux. Ça, c'est un problème. C'est fou. C'est fou. Parce qu'en France, c'est pas ça. Hein. Enfin, voilà. On travaille ici. Non. Non, c'est pas ça du tout. L'État est très content que tu paies des impôts, donc il n'y a aucun problème. Tu paies des impôts. Oui, en théorie. En théorie, ça devrait être comme ça. Pourquoi complexifier, effectivement pourquoi démotiver les gens, en fait mais bon, c'est un autre sujet. Et on y arrive quand même. C'est plus dur maintenant. Maintenant, 25 minutes plus tard, ce que j'ai fait avec les lois d'aujourd'hui, tout ça, c'est plus compliqué, on va dire. Enfin. Ok, et du coup, après, si je suis l'ordre chronologique, du coup, tu passes chez Intel. Alors après,
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le dot-com bust et donc l'économie a fait boom. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé cette boîte, ça s'appelait Tracy Graphics. C'est une boîte c'est un peu comme Unity en fait. C'est Unity à l'époque, quoi. C'est la même chose. Et on est entré en concurrent avec d'autres boîtes, comme une boîte s'appelait Criterion, qui faisait Runnerware. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une autre boîte en Angleterre à la même époque qui s'appelait Runnermorphics. C'est l'outil qui s'appelait Runnermorphics, qui elle était acheté par Microsoft en 95. Enfin, pas à la même époque, mais près de la même époque, un petit peu avant en fait. Et c'est devenu DirectX en fait. Donc c'était un microcosme intéressant international de SDK de logiciels pour permettre aux autres de faire des jeux en fait. Dans notre cas, on était bien en contact avec Sony et je bossais beaucoup avec Sony. J'étais au Japon en fait plusieurs fois et j'ai aidé Sony à faire alors ils avaient un truc pour le SIGGRAPH, ils voulaient montrer un truc qui s'appelait GS Cube où ils voulaient montrer le futur de la PlayStation et ils n'arrivaient pas à faire marcher le soft en fait. Et je sais pas comment j'ai fait, mais je me suis retrouvé au milieu de tout ça et j'ai fait marcher du soft pour eux et en fait j'ai pris tu vas rire, j'ai pris un simulateur, un générateur d'images de Thomson que j'ai porté sur PlayStation pour la démo de SIGGRAPH. Que tu connaissais déjà et du coup tu as pu profiter de ton expérience en fait pour les aider quoi. Il fallait faire ça en un mois, enfin c'était la folie, le hardware n'existait pas et j'ai fait tourner ça et donc j'étais devenu très copain avec Sony au Japon. Et quand la boîte Intrinsic a coulé, eh bien Sony m'a immédiatement embauché pour bosser sur la PlayStation 3. D'accord. Et j'ai démarré le SDK de la PlayStation 3 aux US dans le labo Sony R&D. Et alors c'était très beau parce qu'il avait l'idée de faire une machine avec que des CPU dedans. Il voulait mettre pas de GPU. Oui, pas de GPU. Il voulait faire juste que de GPU. C'était quoi le CPU un IBM Cell, le Cell. Et au final, c'est pas ce qu'ils ont fait sur la PS3. Non, parce que je suis arrivé là et j'ai commencé à écrire la SDK, puis je dis écoutez, on va pas pouvoir faire de texture parce que s'il n'y a pas de hardware pour faire de texture, on peut pas faire de texture. Il n'y a aucun CPU qui peut faire des textures. C'est compliqué. Ouais, assez de pay bandwidth, etc. Donc alors c'est rigolo, donc j'ai bossé avec eux pour essayer de trouver un GPU, on a mis du NVIDIA, etc. Et le reste de l'histoire, mais surtout bossé en fait sur le problème de shader, parce qu'à l'époque les shaders n'existaient pas, c'était tout nouveau. Et les développeurs japonais en fait, quand je leur ai expliqué qu'il fallait écrire le shader, ils voulaient pas me croire, quoi. Ils voulaient absolument accéder aux registres et touiller les registres dans la machine comme ils ont fait depuis des années dans les jeux vidéo. Après, on peut peut-être expliciter shaders du coup pour ceux qui nous écoutent et nous regardent. Et du coup là, je vais te laisser faire parce que sinon je vais avoir l'air ridicule. Je préfère avoir ta définition. Shaders, c'est en fait, le terme vient en fait du cinéma où en fait ils vont faire tourner un petit programme dans chaque pixel pour décider la couleur du pixel. Ça c'est un shader. Et ensuite au niveau hardware, donc GPU, donc pour la partie temps réel, on a rajouté des tas d'endroits dans le pipeline pour pouvoir qui sont programmables. Et tous ces endroits, on les appelle des shaders. C'est-à-dire, c'est pas forcément on n'a plus que des. Aujourd'hui, il y a des shaders partout, mais c'est pas forcément que pour chaque pixel. Ça peut être pour la géométrie, ça peut être pour. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est devenu un pipeline programmable avec un vrai langage. Donc, il faut un compilateur, il faut un optimiseur, il faut un debugger. Ah oui, rien n'existait à l'époque. On n'avait rien du tout ça, quoi. Il fallait tout créer. Alors maintenant, rendez-vous compte qu'on a tout sous la main. Enfin, je veux dire, maintenant, vous prenez Unity, vous avez même un shader graph qui est arrivé il y a 6 mois, quelque chose comme ça. Enfin, ou même pour composer ces shaders, donc qui étaient à la base du code, maintenant, vous pouvez le faire. Tout simplement avec, on va dire, du pseudo-code et ce qu'on appelle les blueprints. Ouais, en gros, vous avez un shader avec des petites boîtes et vous choisissez et donc vous faites circuler en fait vos flux dans les boîtes et finalement pas besoin de savoir coder presque pour. Alors attention, si on veut optimiser les choses, faut quand même mettre la main dans le code, mais ça s'apprend très très vite et en tout cas c'est pas vraiment des notions de développement. Et non, mais c'est excellent. Donc c'est vraiment une bonne progression en fait de la technologie. Le plus c'est ouvert et le plus les artistes peuvent s'exprimer, le mieux c'est, quoi. C'est clair.
Ouais, Et donc complètement. à Sony, en fait, j'ai commencé à travailler sur donc les shaders, et donc il faut aller à un langage. Alors qu'est-ce que c'est que le langage? Est-ce qu'on va pas en réinventer un, on va utiliser un, mais est-ce qu'on utilise un langage qui est juste... Alors il y avait un problème parce que j'étais chez Sony quand même, et les shaders, le plus utilisé des shaders dans les jeux vidéo, c'était HLSL, Mhm. qui avait Microsoft. Et donc Ouais. là, ça allait pas, quoi. Forcément, ça posait quelques petits problèmes d'ego. Ça le faisait pas. Donc, Ouais. donc on a été faire du CG en fait. Ok. Et, et puis, qui était une version un peu plus ouverte, on va dire, de shader. Tout à fait. Tout ça, de l'histoire ancienne, mais ça m'a permis d'entrer dans le monde des standards et d'essayer de comprendre un peu ce qui se passait. Et le premier standard ce que je voulais faire, en fait, moi, c'était essayer avec le même état d'esprit, en fait. Hein, je voulais que ce soit facile d'entrer pour un développeur de développer sur la PlayStation 3, qui était pour une machine très compliquée. Et Sony, à l'époque, s'était aperçu qu'ils avaient quelques problèmes avec la PlayStation 2, rentrer dans la PlayStation 2. C'est pour ça qu'on avait fait un tracé graphique, d'ailleurs, qui était PlayStation 2 était notre plateforme principale pour le logiciel, Mhm. que l'on parce que c'est très très compliqué de faire des jeux pour la PlayStation 2 et ça a coûté énormément cher à Sony. En fait, il a fallu attendre que les gens sachent développer ou qu'ils soient là pour pouvoir avoir des bons jeux, quoi. Et donc pour la Ouais, PlayStation 3, ils se forcément. sont dit, bon, peut-être qu'on peut faire un truc qui permettra d'accélérer ça. Et donc Ouais. j'ai commencé à travailler sur un truc qui s'appelle OpenGL ES. Alors ça, c'est rigolo parce que OpenGL ES, c'est donc un OpenGL miniature qui a été fait pour les téléphones portables de l'époque. C'est le mobile commençait à démarrer dans la partie 3D. Mais quand j'ai fait ça à Sony, j'aurais dit, on va Ouais, c'est utiliser vrai. OpenGL ES. Ils sont pas contents du tout, hein, parce qu'ils se sont dit, non, mais ça va pas, on fait une PlayStation 3, c'est le meilleur Ah, ils associaient ça graphique. au mobile, du coup. Mettre une API de téléphone portable, ça va pas, non? Ouais, on veut une révolution, nous. Et toi, t'étais là à leur dire, bah écoutez, déjà des graphismes, ça serait pas mal. C'est- Mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, l'API a pas grand chose à voir avec ce qu'on peut faire avec, quoi. Oui, non, Et la c'était version l'image qu'il y avait derrière, la connotation. Ouais, ouais c'était. c'était compliqué d'expliquer ça. Mm. Donc j'ai commencé ça, j'ai bossé sur OpenGLES. Ça a été, évidemment, après, il y a d'autres standards qui existaient, d'autres façons de programmer le graphique. Et c'était juste pour rentrer, pour commencer avec la plateforme. Après, si on veut optimiser, Oui. on va regarder le bas de niveau. Mais voilà, donc ça, c'était très rigolo. Et j'ai créé un autre standard à l'époque qui s'appelait Collada, qui était différent, qui permettait en fait d'échanger des données au niveau des modeleurs. Parce qu'à l'époque, il y avait 3D Max, il y avait Maya, il y avait Softimage. Ouais, ouais, Très bien, mais qui ne se parlaient pas du tout l'un avec l'autre, quoi. Il c'est était ça. impossible d'utiliser les outils de l'un de l'autre. Ça empêche la progression, en fait. Donc encore une histoire de standard. Et à l'époque, donc j'ai créé Collada, parce que l'idée encore était d'avoir le plus de contenu possible pour la PlayStation 3. Ouais, tout à fait. C'était Et ce qui posait problème à l'époque, en plus, parce que ce sont des softs qui coûtent très très cher aux entreprises. Donc, à partir du moment où vous êtes, par exemple, Team Maya, et ben, c'est pas parce que vous allez recruter quelqu'un qui sait pas l'utiliser que, du coup, vous allez changer et lui apporter la licence qui va bien derrière. Donc, il fallait un standard, effectivement, pour porter tout ça, quoi. Et du coup, Collada, ouais. à l'heure actuelle, en toute transparence, C'est un vieux standard, mais non, mais ça a bien marché, quoi. Ça a ouais, permis, en fait, ça a bouleversé euh, toute cette, industrie, en fait, où finalement, ce qui s'est passé, c'est que l'industrie s'est rétrécie. Hein. Autodesk a racheté tout le monde, ça a finalement. facilité aussi un peu. Et ils ont été obligés d'offrir Collada, et puis bon, mais ça les intéresse moyennement. Une fois quand les industries sont rétrécies, c'est moins un problème. Et non, on peut échanger facilement entre les logiciels vu qu'ils sont. Ils ont dû développer leur propre système, on va dire, afin de permettre aux gens de pouvoir faire des entrées-sorties. Donc ça a eu un impact assez important C'est fort. sur l'industrie, même si le standard lui-même est plus trop utilisé de nos jours. Il est toujours utilisé, en fait, les gens l'utilisent pour la robotique, et là on me demande en fait de participer. C'est devenu un standard ISO, en fait, donc j'ai des réunions pour en faire un standard international, on va dire plus C'est cool ça. stable, quoi, en fait. C'est cool. Parce que c'est vrai que dans la modélisation 3D, maintenant on a plus l'habitude de manipuler des OBJ, hein, tout simplement. C'est plutôt DFBX à ce moment-là. Et puis Ouais, au niveau DFBX. de Collada était un peu remplacé par un format qui s'appelle le GLTF, qui est en fait basé sur Collada, mais Electronics MN, c'est le groupe de standard qui a repris l'aspect Collada et que j'ai commencé au départ d'ailleurs avec au départ pour en faire une version JSON, en fait, un peu plus orientée web, en fait. Ok.
Ouais, parce que c'est un petit Donc, peu les grands oubliés de la 3D pour l'instant, le web, pour des tas de raisons, hein, mais c'est oh, vrai ça que va grossir. Et je pense que le web, ça c'est mon dada, le web. J'adore, j'adore la technologie web. Donc Intel, en fait, ils sont venus chercher parce qu'ils ont tout marché bien à Sony, mais on avait fini la PlayStation 3 et c'était un peu mort, on va dire, parce que bah, on était entre deux consoles, quoi. ouais, voilà, Et c'est ça. Intel est venu chercher parce qu'ils ont dit on va faire un truc qui s'appelle l'Arabie. On va de nouveau la même histoire. On va faire un GPU qui a pas de GPU en fait. On va faire C'est faire fou avec cette plein de CPU. passion, c'est fou cette passion de vouloir faire des graphismes sans GPU. Ah oui, surtout Intel, il dit bon, on n'aime pas trop Nvidia, mais des gens qui veulent faire du graphique, on va leur montrer ce qu'on peut faire. On va mettre plein de GPU en parallèle parce qu'on est le roi de, Ouais, on est les rois du chip et on va faire c'est ça. ça. Mais par contre, bah, il va falloir, il va falloir faire marcher ce truc-là, Ouais, il va cette falloir usine à gaz. orchestrer le tout, ouais. Mhm. Donc, il va falloir et donc, ils sont venus me chercher en fait parce que bah, j'avais fait ça pour Sony, j'avais fait ça pour. Bon, donc bah, voilà, donc ça tombait bien. Ok. Alors, ça, c'était un sur Intel. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah, Ça, c'était dur. Hein. Ah, ouais, ouais, donc beaucoup de j'arrive boulot. à Intel et donc ils veulent que je fasse un truc plus orienté jeux vidéo. SDK, faire des jeux en fait. Hein. Ouais. Donc j'ai pas de problème, je vais vous faire ça. Mais c'était vraiment bien. Ils m'ont donné, honnêtement, ils m'ont donné carte blanche, ils m'ont donné plein d'argent. Ils m'ont dit allez, tu démarres une équipe, tu embauches des gens parce que on sait qu'on n'a pas les gens qu'il faut ici. Donc, j'ai pas de problème. Donc, voilà, je vais avoir besoin de 30 personnes. J'ai besoin de bureaux. Où sont les bureaux? Alors, ils montrent les bureaux. Alors, c'est une notion de cubicle, comment on dit en France? Je sais pas, c'est les cubes, Ouais, avec une par cube, avec des murs assez hauts. ouais. D'accord. Et voilà. Ouais, Ouais. ok, je vois le genre. Donc, c'est ça, quoi. Et donc, je dis, ben, ça va pas du tout. Pas du tout. Ben, on va commencer par enlever les murs, hein, parce Ouais. qu'il faut que les gens puissent se parler Oui, pour c'est ça, il faut développer. les open space. C'est ce qu'on appelle maintenant les open space. Alors, c'était la révolution. C'était la révolution. Bon, on n'est pas compte, il a fallu parler au CEO, tout ça. Enfin, bon, ils m'ont dit, bon, on va faire ça, on va mettre de l'open space. Alors, ils m'ont trouvé un immeuble un peu plus loin et ils m'ont mis Ouais. des murs très hauts, en fait, pour à l'intérieur, on faisait ce qu'on voulait, mais voilà, ils ne voulaient pas savoir, quoi. Et donc, c'était D'accord. Ok. le choc culturel, un tel. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, et donc Pas c'était une forcément, entreprise limite rétrograde à l'époque. Enfin, c'est. c'est terrible. Et alors, Ouais. ce qui est intéressant, c'est donc de bosser pour des boîtes. C'est soit on bosse pour des boîtes qui font du logiciel comme Intrinsèque Graphics, qui était donc purement logiciel, ou une boîte hardware qui fait du logiciel pour vendre du hardware. Et les mentalités des boîtes sont vraiment différentes. Enfin, je veux dire, à chaque fois, c'est la même mentalité. C'est le logiciel, ça sert à pas. Si on pouvait s'en passer, ça serait bien. Pourquoi on met pas tout dans le hardware? Il n'y a pas une boîte qui va comprendre. Il y a des gens qui le comprennent, mais il n'y a pas de boîtes qui sont fondées sur on va faire un logiciel et un hardware qui marchent ensemble, et c'est l'ensemble de ces deux choses-là qui vont faire que on va faire un bon produit. Il y a toujours Ouais. la tendance, non, nous on est hardware, ou non, nous on est software. Donc Ah non, c'est mais un peu. complètement. Mais ça va Un même peu. au-delà de ça. Hein. Enfin, moi, je vois par exemple dans le métier, dans le web, il y a même carrément un canyon entre ceux qui vont faire de l'édition et ceux qui, du coup, vont faire, enfin, vont produire, mais pour les autres, du coup. Et, Ouais. alors que, du coup, nous, par exemple, typiquement, notre entreprise fait la presta, on pourrait faire de l'édition super facilement maintenant à notre époque, quoi. C'est des bonnes pratiques de code, c'est beaucoup de choses, mais c'est absolument pas compliqué en soi. Donc Intel n'était pas forcément une bonne place pour quelqu'un qui fait du logiciel, quoi, comme moi. Donc c'était. Et alors, le truc très intéressant à Intel, c'est que et je sais pas si vous vous rappelez un composant qui s'appelle le i860, c'est encore Ah non, c'est bien. Le i860, personne ne s'en rappelle. Et alors, en fait, la raison pour laquelle c'est un composant intéressant à regarder, c'est que il y a une groupe de personnes à Intel qui ont démarré un composant basé sur du RISC, du CISC, et ils ont démarré un truc qui était vachement plus puissant que les Intel de l'époque. Et ils en ont eu pas mal d'ailleurs. D'ailleurs, on utilisait ça à Silicon Graphics. Et alors, ça n'allait pas du tout. C'est à partir du moment où quelqu'un avait créé quelque chose qui n'était pas du x86, c'était un jeu d'instruction complètement différent, et qui faisait concurrence donc au x86, et ben la machine Intel s'est mise en marche et le projet a été digéré. Et c'est vraiment le cas, c'est digéré, quoi. Ils ont mis dans l'acide, tout a été détruit, digéré. Le projet était hors de question
qu'un composant qui n'est pas x86 puisse exister à un tel, quoi. Donc c'est assez terrible ce genre De de choses philosophie, dans les grosses boîtes comme ça où les choses qui auraient pu exister, on aurait pu changer l'histoire, ont été complètement détruites parce que c'est pas possible. Par souci d'ego, quoi. Tellement de changement, quoi. Le Ouais. changement est pas acceptable pour les Ouais, grosses tout à boîtes. fait. Ouais. Et du coup, pour le reste de la partie, il va nous rester AMD, et pour les autres boîtes, enfin tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais du coup après Intel, du coup tu fais AMD, un passage chez AMD. J'ai fait une start-up en fait dans laquelle j'ai fait Ah. de digital twin dans le web. J'ai commencé à bien regarder le web, tout ce qui était WebGL, etc. Ok. Et Toujours après le j'ai fait AMD, graphisme. oui, que la startup avait plus d'argent et AMD m'a embauché pour étudier comment on accélère le web en fait. D'accord. Mais il y avait un copain à moi qui travaillait à AMD dans une autre division, il faisait des démos. Et ils avaient un petit groupe en fait et ils devaient faire des démos assez compliquées. Et bon, j'ai décidé de l'aider en fait, c'est sympa, on a essayé de bosser avec lui et on a commencé à développer des technologies assez intéressantes. Et la première démo qu'on a fait, c'était au CES, ça s'appelait Monster in the Orchestra. Alors c'était dans une sphère, une énorme sphère avec plusieurs personnes dedans et plusieurs projecteurs, et entièrement en temps réel, il y avait un orchestre qui jouait. De monstres, c'est des monstres qui avaient chacun leur instrument et avaient chacun leur piste audio enregistrée séparée. Et on avait un vrai chef d'orchestre avec lequel je suis toujours en contact, qui était sur un pédestal au milieu de la sphère et qui bougeait les mains et qui donnait des ordres aux monstres, qui les faisait bouger, qui les déplaçait pour la sonorité, parce que le but de AMD, c'était de montrer qu'on on était capable de mélanger et de traiter tous les signaux audio et vidéo sur un seul ordinateur, en fait, avec une seule carte. C'était extraordinaire. Et donc, on a utilisé un Kinect à l'époque pour mesurer en temps réel, digitaliser le chef d'orchestre, savoir où est-ce qu'il pointait. Pour le riguer. Ouais. Et donc ça, c'était vraiment intéressant. On a développé plein de technologies. Parce qu'en fait, il y avait rien. C'est pas vraiment un jeu et c'est très avancé. Ça utilise des technologies qui sont même pas sorties encore. Il faut que ce soit très très facile à modeler. Et tout ce que j'ai fait au niveau du web correspondait vraiment à ça, parce que dans le web, comme tu l'as dit juste avant, les technologies web permettent de créer et de publier très rarement, en fait. Et activement. Donc, j'ai pu réussir à mettre tout ce que j'ai appris avant et alors attends, je te coupe 2 petites secondes parce que ça hache un petit peu. On va attendre que le flux se stabilise. Là c'est bon, normalement c'est bon pour moi, côté vidéo, côté son, du coup ça devrait le faire. Ok, et donc voilà, alors on va parler de la VR maintenant. Parce que ce qui s'est passé, j'étais toujours très copain on cherchait à faire d'autres démos et j'étais toujours très copain avec Sony, avec qui je travaillais avant. Et Sony, il venait avec un système qui arrivait juste, qui s'appelait le Morpheus, qui est devenu le PSVR. Projet Morpheus, oui, tout à fait. Et donc, j'ai fait la première démo avec le Morpheus public, avant Sony, en fait. Ils m'ont donné des kits de développement. Ce qu'on a fait, c'est on avait un système assez bizarre, c'est qu'on avait un PC AMD, carte graphique AMD, connecté à une PlayStation, connecté à un Morpheus. Et alors la PlayStation, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait toute la partie vidéo et le tracking des contrôleurs et le tracking de la tracking tête, optique, etc. du coup. Et par contre, toute la partie génération d'images, c'était tout fait au niveau de la PC Windows et AMD. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est d'essayer de faire une expérience la première expérience multi-utilisateur. C'est-à-dire, on a repris cette démo des monstres dans l'orchestre et on avait des tas des joueurs étaient un chef d'orchestre, en fait. D'accord. Et donc tous les gens qui étaient là, ils étaient en 3D dans la VR, etc. Ils étaient au milieu de l'orchestre et ils pouvaient pointer vers un des monstres, ils pouvaient changer son volume et ils pouvaient le déplacer. Et alors, c'était assez. Mais tout le monde en même temps, en fait. C'était assez hallucinant. Pour l'époque et pour une première expérience, c'est carrément cool. Carrément cool. À Vancouver. Et donc, c'était rigolo parce qu'il y a des gens de Sony qui passaient
Sony Japon et qui découvraient en fait qu'ils avaient une démo là qu'ils savaient pas. C'était rigolo. Ouais, non, carrément, carrément, carrément. Et bah du coup, je te propose qu'on termine cette partie 1. Du coup, là, on a couvert ton CV. Alors, t'as une pluie de GG hein, pour ton CV, enfin d'applaudissements pour ton CV. C'est vrai que enfin, franchement, c'est une sacrée carrière. J'ai eu la chance de pouvoir faire tout ça, donc Ouais. je suis Ah non, mais c'est content. vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Il y a Draken qui nous dit que maintenant Apple quitte Intel car ils n'ont pas continué sur le i860, effectivement. Ah ça oui, ça c'est clair, ils vont pas continuer là-dessus. Tout à Mais fait. c'est comme ça. Comment? Attends, excuse-moi, ça a coupé. Oui, ça fait 10 ans qu'ils ont abandonné. Ouais, non, mais clairement, on nous parle là du HP Reverb. Alors, vous allez voir, enfin, je sais pas si tu l'as testé, toi, du coup, le HP Reverb V2, G2, pardon. Le dernier, non. Pas encore. Ouais, nous, c'est pareil, on l'attend, mais visiblement, il y avait un YouTuber qui l'avait déjà reçu. Bon, bah, voilà, la puissance de l'influence. Bah, j'en profite, hein, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on soit un petit peu plus influent au niveau des constructeurs, mais en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à follow sur Twitch, à mettre un petit pouce sur YouTube. On fait un petit cut, mais le live, vous restez là. Moi, ça me permet juste de dire au revoir à YouTube et qui nous retrouveront dans une partie 2 où là, par contre, on va aller axer clairement sur les standards de la VR et enfin les standards en tout cas et parler un peu plus VR et Star VR également parce que du coup, ça fait partie de ton CV. À tout de suite, YouTube.